Donc, bienvenue à tous. On poursuit notre série de philosophie marxiste avec Georges Gastaut. Donc, bonjour Georges. Bonjour Yannick. Je rappelle que tu es agrégé de philosophie, diplômé de lettres classiques. Et donc on poursuit notre travail sur la philosophie marxiste sur la base de ton ouvrage Lumière commune, qui est un traité de philosophie à la lumière du matérialisme dialectique. Et aujourd'hui, on va rentrer plus précisément dans qu'est-ce que le matérialisme dialectique, comment il est né, comment il s'est développé, quelles sont ses principales thèses et quelle est son approche, on va dire, ontologique, gnoséologique, dans les grandes lignes, parce qu'on parlera de l'ontologie la prochaine fois, et aussi quelles sont les différentes critiques que l'on fait à ce marxisme sur le plan philosophique et comment on y répond. D'accord. Voilà, je te laisse. Entendu, très bien. Alors, en effet, beaucoup de gens contestent l'idée que le matérialisme dialectique soit la philosophie du marxisme, alors que là-dessus, Engels est catégorique, et ses successeurs aussi, Lénine, par exemple. Donc, il me semble quand même que, d'une part, l'étude des textes conduit à cela, y compris chez Marx, bien entendu, et d'autre part, et surtout, que le matérialisme dialectique est en réalité un résultat de l'histoire de la philosophie, un grand résultat de l'histoire de la philosophie, indépendamment de ce qu'ont pu en dire Pierre, Paul ou Jacques, y compris Karl, Friedrich ou Vladimir, si l'on peut dire. Et j'en veux pour preuve que le matérialisme dialectique n'a pas attendu le marxisme pour exister. S'il est la philosophie du marxisme, c'est au sens que dans le marxisme, le matérialisme dialectique prend une configuration, disons, cohérente, systématique, conséquente, achevée du point de vue de ses principes. Mais ça ne signifie pas que le matérialisme dialectique a commencé à exister avec Marx et Engels. C'est un courant, à la limite, disons, permanent de la philosophie, quelle qu'elle soit, et spécialement du matérialisme. D'ailleurs, l'un des plus vieux philosophes, Thalès de Milet, dont nous avons déjà parlé, est un matérialiste dialectique spontané, dans la mesure où il explique le cycle de la matière, le cycle de l'eau, par exemple, et où il nous montre que c'est bien la même matière qui subsiste sous des formes différentes, ce qui est une des thèses majeures du matérialisme dialectique, qui rebondira aussi, par exemple, dans les grandes phases de l'invention scientifique. Par exemple, avec l'invention de la chimie scientifique moderne par Antoine Lavoisier, dont tout le monde connaît la formule. Alors, elle est peut-être un peu apocryphe, mais ça résume bien ce qui est dit dans son traité de chimie de 1789, c'est-à-dire rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et tout ça, on n'a pas attendu Engels ou Marx ou Lénine, etc., pour le remarquer. Donc le matérialisme dialectique, il est présent, par exemple, aussi chez un très ancien philosophe, dont il faudrait connaître bien les formulations, qui sont d'ailleurs assez poétiques, celle Héraclite d'Éphèse, Éphèse, la ville d'Éphèse. Et Héraclite dit, par exemple, que le monde est un feu qui s'allume et qui s'éteint avec mesure. Alors un feu, c'est une matière dont la caractéristique principale est de n'avoir pas de forme propre. Le feu, c'est difficile, si vous dessinez un arbre, ça va, quoi. L'arbre a la gentillesse de rester tel quel pendant que vous le dessinez. Mais le feu, quelle est la forme du feu? C'est difficile à attraper. Et justement, le feu, c'est ce qui change de forme sans cesse, et qui nourrit par son énergie les transformations de la matière, puisqu'il faut de l'énergie pour que les choses changent, et que le feu est une expression, au moins métaphorique, disons, de l'énergie en général. Et donc, avec mesure, dit Héraclite, c'est-à-dire ça ne change pas n'importe comment, il ne prône pas un irrationalisme, l'idée que les choses font n'importe quoi, mais ce qu'on a au début, on l'aura à la fin sous une autre forme, puisque la mesure sera préservée. Et Héraclite ajoute que ce qui est terre devient air, que ce qui est air devient eau, que ce qui est eau devient feu, et ainsi de suite, que, bref, les éléments de la nature se recyclent sans cesse les uns dans les autres. Effectivement, on peut le dire autrement. Évidemment, bien sûr, on pourrait aujourd'hui couper les cheveux en quatre et dire que
le feu, l'air, la terre, etc. ne sont pas des éléments chimiques, mais ce serait une objection cuistre de dire ceci. Car évidemment, bien sûr qu'on ne peut pas demander à Héraclite, 5 siècles avant Jésus-Christ, d'avoir dit ce qu'on pourrait dire aujourd'hui. Et donc le matérialisme dialectique existe d'autant plus fort qu'il va jusqu'au bout en disant que nous sommes et ne sommes pas. Ce qui est une belle formule qui, quelque part, anticipe et de façon critique sur la fameuse formule théâtrale de Hamlet, to be or not to be, et que Héraclite nous dit d'avance, en quelque sorte, to be and not to be, être et ne pas être, car ce qui existe, je cite pratiquement Hegel, un dialecticien beaucoup plus moderne quand je dis cela, ce qui existe, ce n'est pas que quelque chose est, ce n'est pas que quelque chose n'est pas, c'est que quelque chose devient. Voilà la réalité concrète, effectivement. Et donc, ce qu'il nous faut étudier quand nous étudions l'être, ce sont les transformations de l'être. C'est les changements de forme, c'est le tout se transforme, trans, trait d'union, forme de Lavoisier. Qu'il ne faut même pas entendre, du point de vue du matérialisme dialectique, de façon un peu plate, comme, bon, rien ne se perd, alors les choses sont ce qu'elles sont, rien ne se crée, pareil, tout reste étal, quoi. Et puis, il y a de temps en temps des transformations. C'est pas comme ça. C'est que les choses se maintiennent, ne disparaissent pas, justement, parce qu'elles se transforment. Si elles cessaient de se transformer, elles s'écrouleraient, quelque part. Donc la transformation leur est essentielle. C'est pas quelque chose qui survient en plus à l'épiphénomène, et ainsi de suite. Donc le matérialisme dialectique, et d'ailleurs Hegel lui-même le reconnaît en saluant Héraclite, et Marx par la suite aussi, en remarquant qu'effectivement, ces idées-là sont déjà présentes bien avant lui. Mais ce matérialisme dialectique est encore intuitif à l'époque d'Héraclite. C'est pourquoi il s'exprime d'ailleurs sous une forme poétique, versifiée, presque d'une façon, comment dirais-je, prophétique, quelque part. Ce sont des formes de l'époque qui d'ailleurs n'ont pas été saisies, comprises complètement, puisqu'on disait qu'Héraclite méritait le surnom de l'obscur. Hein, nous sommes et ne sommes pas. Qu'est-ce qu'il y a de plus obscur que ça? En réalité, qu'est-ce qu'il y a de plus clair, si vous voulez? Donc, le fait est que, je l'avais dit l'autre fois dans une interview précédente, ce qui fait que le matérialisme dialectique prend, avec Marx et Engels, un tour plus systémique, un tour plus achevé, plus complet, du point de vue non pas de son achèvement au sens que tout est dit, mais au sens des principales pistes, des orientations, de la boussole qu'il dessine, en quelque sorte. Eh bien, c'est que, Marx et Engels bénéficient, contrairement à Héraclite, de 2000 ans et plus d'histoire des sciences. À l'époque d'Héraclite, il n'y a pas encore, de façon constituée, l'immense corpus des mathématiques, l'immense corpus de la physique, de la chimie, de l'astronomie et des sciences humaines. Et surtout aussi, il n'y a pas le matérialisme historique, c'est-à-dire une clé pour construire la science de l'histoire. Et donc c'est à partir du moment où il y aura tout cela qu'effectivement le matérialisme dialectique pourra en quelque sorte, je dirais, sortir du cocon. Jusqu'alors il était quelque part comme une nymphe dans une chrysalide. Là il peut devenir papillon, quelque part, et prendre son envol. Donc c'est cela qui me paraît intéressant. Il est couplé avec le matérialisme historique, son frère jumeau, si l'on peut dire. Sans matérialisme historique, il n'est pas possible que le matérialisme dialectique prenne une forme scientifique, pleine et entière, puisque le continent humain n'est pas exploré, n'est pas explorable même, au même titre et avec la même rigueur que le continent de la nature ou que le continent des mathématiques. Et d'autre part, évidemment, le matérialisme historique lui-même aura besoin du matérialisme dialectique, ne serait-ce que justement pour pouvoir se brancher à l'histoire de la nature. Sinon, quand Marx nous dit que la clé pour étudier l'histoire des sociétés, c'est d'étudier en priorité leur mode de production, leur force productive, leur rapport de production, toutes ces choses-là, ça pourrait paraître arbitraire. Ah bon, pourquoi ça plutôt que la religion, plutôt que l'art, plutôt que tout ce qu'on voudra, quoi. Et il y a une raison très simple, c'est que pour que l'être humain, qui vient de la nature, qui est lui-même un produit de l'évolution naturelle, comme les autres primates, pour que l'être humain entre dans ce qu'on appelle à proprement parler l'histoire, eh bien, il faut qu'il soit capable de produire une culture, qu'il soit capable de produire un héritage, qu'il soit capable d'accumuler un certain nombre de choses
en dehors de son corps, des outils, des techniques, des langages, etc. hein, et qu'il puisse les transmettre à ses descendants, et que, à partir de là, puisse se former quelque chose qui n'est pas entièrement, qui n'est pas naturel, qui vient de la nature, mais qui est un plus à la nature en quelque sorte, plus à la nature qui est d'origine naturelle et non pas surnaturelle. Donc il y a un lien très direct entre le matérialisme historique et le matérialisme dialectique, qui est la fondation rationnelle du matérialisme historique. Sinon, le matérialisme historique manque de base et est une pure affirmation, est un dogme marxiste. Il n'y a pas de dogme marxiste. Donc là, en l'occurrence, Marx et Engels ont une phrase remarquable dès le texte fondateur, l'idéologie allemande, qui lance en réalité le matérialisme historique, qui lance en réalité ce qu'on appellera plus tard la dialectique de la nature, quand dans un passage qui est trop peu étudié de ce texte, il est dit on peut distinguer les hommes des animaux par la conscience, par la religion et par tout ce qu'on voudra. Mais eux-mêmes commencent à se distinguer des animaux quand ils commencent à produire leurs moyens d'existence, matérialisme historique, pas en avant, progrès, qui est la conséquence de leur complexion corporelle. C'est-à-dire qu'il faut brancher le devenir humain et l'entrée de l'homme dans l'histoire proprement dite à travers le travail, la production et ainsi de suite, sur le fait que l'homme est bipède, sur le fait qu'il a des mains, sur le fait qu'il a un cerveau développé, tout ça étant le résultat d'une évolution millénaire, hasardeuse pour une grande partie, des primates et à travers eux des êtres vivants d'une manière ou d'une autre. Donc il y a un lien direct entre la dialectique de la nature à travers l'homme se produit quelque chose qui lui permet de sortir d'elle-même et de produire du nouveau, l'histoire. Mais dans l'histoire, la nature subsiste, bien évidemment, parce que l'homme ne cesse pas pour autant de manger, de respirer, etc., et d'être un animal, en réalité. Et elle subsiste en ce sens aussi que, évidemment, l'homme ne peut construire la technique, construire la production, etc., qu'en prenant appui sur les forces de la nature. Évidemment, la production, c'est pas une création pure, il y a toujours une matière première. Si on est, je ne sais pas moi, électricien, menuisier, plombier, etc., on prend appui sur une matière première, quelle qu'elle soit. Le bois, le fer, etc., enfin, toutes sortes de choses comme ça. Si on est médecin, il faut étudier l'anatomie du corps humain, et ainsi de suite. C'est pas une création, comment dirais-je, ex nihilo de l'esprit. Donc le matérialisme dialectique et le matérialisme historique naissent ensemble à travers une articulation, mais ça on y reviendra plus tard, à travers l'articulation qu'on appelle la dialectique de la nature. Et ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément sur lequel je voudrais revenir à partir de ta question initiale, c'est que du même coup, ça dessine une sorte d'architecture interne de la philosophie marxiste. C'est-à-dire qu'on n'est pas marxiste impunément. Certains qui se disent marxistes, qui le sont subjectivement, certainement, qui sont révolutionnaires même, pourquoi pas, disent par exemple que le marxisme c'est avant tout une philosophie de la praxis, c'est-à-dire au fond de l'action révolutionnaire, pour aller vite. D'autres diront que le marxisme c'est avant tout une philosophie de la connaissance, c'est-à-dire une gnoséologie. Le mot gnoséologie ne veut rien dire d'autre que philosophie de la connaissance, qu'étude de la connaissance. Et je ne nie absolument pas, bien entendu, qu'il y ait ces deux dimensions dans le marxisme, mais à condition de ne pas nier la troisième, qui est quand même, à mes yeux, le socle des deux précédentes. C'est-à-dire que le marxisme a un socle ontologique. Alors, j'avais déjà défini ce mot dans une vidéo précédente. Ontologie, ça vient du grec, là aussi, comme pratiquement tous les mots philosophiques un peu techniques. Ontos, qui vient d'un mot qui signifie l'être, ou plutôt l'étant, ce qui est, ce qui existe. Ontologie, c'est l'étude de ce qui est, l'étude du réel. Et certains vont me dire, mais non, on n'a pas besoin d'ontologie, parce que, l'ontologie, c'est plutôt les sciences qui vont s'en occuper. Comme si ça s'opposait, quoi. Et comme si, au fond, les sciences n'avaient pas elles-mêmes besoin, les unes et les autres, de se coordonner entre elles, de s'articuler entre elles, de produire entre elles une étude du réel qui permette de déboucher sur une conception plus globale de l'être, effectivement, qui est tout simplement, depuis l'Antiquité, on appelle ça la philosophie, d'une manière ou d'une autre. Et donc, effectivement, il est facile de comprendre pour deux raisons. L'une structurelle, l'autre, je dirais plus, conjoncturelle et moderne, que le marxisme a besoin d'une ontologie naturellement matérialiste. Non pas d'une ontologie religieuse, théologique, etc., comme en ont produit
disons, les siècles passés, mais d'une ontologie scientifique. Pourquoi? Alors, première raison structurelle. La raison structurelle, c'est que si on est matérialiste, il est quand même assez logique de penser que on conçoit que dans le rapport entre l'esprit et la matière, dans le rapport entre le sujet et l'objet, le côté fondamental, l'absolu, ce qui n'a besoin de rien d'autre pour exister, c'est la matière, c'est pas l'esprit. Et c'est facile à comprendre à notre époque. Si on est un tout petit peu versé dans ce que nous enseignent par exemple les sciences neurologiques, on voit bien qu'il faut un cerveau pour penser. Et qu'il est aussi absurde en réalité, quoi qu'on dise, de penser qu'on puisse penser dans son cerveau que de penser qu'on peut respirer sans poumon. Bon. Donc il faut un socle qui est matériel à la pensée. La matière peut exister sans la pensée, mais pas la pensée sans la matière. La preuve en est, et les sciences la donnent, que pendant des milliards d'années, il n'y a pas eu, par exemple, d'abord il n'y a pas eu de Terre, de planète Terre, et puis après quand il y en a eu une, elle a été longtemps inhabitable, puis quand elle est devenue inhabitable, habitable, il y a eu toutes sortes d'animaux ou de plantes primitives, mais qui ne pensaient pas, hein, ou alors vraiment, franchement, on croit à des choses absolument primitives, si on s'imagine que, bon, pourquoi pas les pierres à ce moment-là peuvent penser. Il faut évidemment qu'il y ait des êtres dotés d'un système nerveux, par exemple, au minimum, et si possible un système nerveux central, et pour finir d'un cerveau, et d'un cerveau, etc., etc. Je ne développe pas, tout le monde aura compris ce que je veux dire. Donc les matérialistes vont penser que le côté matière et l'absolu, absolu, ça veut dire qu'il existe par lui-même, sans avoir besoin de quelque chose à l'extérieur. Alors que le pôle pensée est un pôle relatif, puisque la pensée ne fonctionne pas toute seule. Elle a besoin d'un certain rapport à la matière. Et par conséquent, à l'intérieur même du matérialisme, même pas du marxisme, du matérialisme en général, le pôle réel, le pôle matière, le pôle univers, le pôle, appelons-le comme on voudra, hein, prime, quelque part. Et il faut poser la pensée et donc la connaissance par rapport à la matière, et non pas croire que d'une manière ou d'une autre, en quelque sorte, l'étude de la matière résulterait de l'étude de la connaissance, ou que le réel résulterait du savoir. Il est bien évident que le réel peut exister sans que rien, sans qu'il ne sache lui-même ce qu'il fait. L'immense majorité des processus naturels s'opèrent sans aucune conscience de ce qui se fait. Et même nous, Leibniz, qui était pourtant idéaliste, disait « nous sommes automates dans les 3/4 de nos actions ». Quand je me gratte la tête, je n'ai même pas conscience. Après coup, je me dis « tiens, je me gratte la tête ». Bon, si vous voulez, et même en ce moment, quand je pense et quand je parle, il y a des tas de choses qui se passent dans mon cerveau et je ne sais pas lesquelles. Bon, donc il y a tout un arrière-plan qui est là comme ça, en permanence. Il est donc logique de penser qu'il faut concevoir la pensée et la connaissance au regard de ce qu'est la matière et de son développement, et non pas l'inverse. Que donc l'ontologie prime. Au sein du matérialisme, c'est une question, disons, de logique. De logique. Et si l'on veut ici des fondements plus, comment dire, textuels, je renverrai surtout à Lénine. Lénine n'arrête pas de dire, quand il parle de gnoséologie, et pourtant c'est un grand sujet pour lui, hein, d'étude des sciences par exemple, il n'arrête pas de dire que la véritable théorie de la connaissance du marxisme, c'est la dialectique, et la dialectique objective. Et que, bon, pour comprendre ce que l'homme pense, et pour pouvoir critiquer, parce qu'on me dira quelquefois que, bon, si on parle de l'ontologie, c'est qu'on est plus critique, qu'on abandonne toute idée qu'on redevient un réaliste naïf, comme il est dit souvent, comme s'il n'y avait pas d'idéalisme naïf, d'ailleurs. Hein. Bon, Lénine n'arrête pas de dire, ben non, pour comprendre ce que c'est que la pensée humaine, et pour pouvoir la critiquer, il faut connaître son histoire, son devenir, sa genèse. Et il parle, par exemple, de l'histoire des sciences, il parle de l'histoire des idéologies, d'une façon plus large, il parle même de la psychologie de l'enfant, il parle de choses de ce genre. Et bon, qui permettent de comprendre comment la pensée est née dans telle et telle condition, et qui permet aussi, non pas de la relativiser au sens bête du mot, c'est-à-dire au sens que, bon, allez, voilà, tout ça est relatif, donc c'est ni vrai ni faux, ça ressemble à rien, etc. Pas du tout. C'est simplement pour voir quel est notre angle de cadrage de la réalité, et pour repérer les limites du cadre, et pour pouvoir élargir le cadre. Et donc pas du tout dans un sens relativiste, au sens banal du terme, c'est-à-dire sceptique, c'est-à-dire on ne sait pas où on va, la science, mon pauvre ami, etc. Pas du tout, c'est bon pour élargir la focale, pour finir. C'est donc extrêmement critique.
Sinon, une critique de la connaissance qui critiquerait, on ne sait pas sur quelle base d'ailleurs, la connaissance pour finir par nous dire ce que doit être le réel en fonction de ce qu'est la connaissance, marcherait à l'envers. Hein. C'est le réel qui critique la connaissance. Aristote disait déjà, c'est une belle phrase qu'on trouve dans, si je me souviens bien, le livre Theta de la métaphysique d'Aristote. Il disait, ce n'est pas parce que nous disons vrai en disant que tu es blanc, c'est parce que tu es blanc, que quand nous disons que tu es blanc, nous disons la vérité. C'est lumineux, non? Bon, qui est-ce qui peut nier une chose pareille? Sinon, c'est que la vérité n'existe pas, ou que c'est une notion floue. Ce n'est pas la vérité qui dicte la réalité, c'est la réalité qui permet de traiter de la vérité, en fait. Et c'est ça qui est véritablement critique, et non pas l'inverse. Voilà, bon, donc, qu'on ne me fasse pas toujours cet éternel reproche, en fait naïf, de dire que que mettre au cœur du marxisme la gnoséologie, c'est critique, alors que mettre l'ontologie, c'est pas critique. Moi, en mettant, comme pas moi seulement, hein, je pense à Engels, je pense Lénine, je pense Politzer, je pense la plupart des philosophes soviétiques, par exemple, en mettant l'ontologie au poste de commandement, si l'on peut dire, c'est une ontologie dialectique, c'est une ontologie scientifique. Ça s'appuie sur des centaines d'années de développement scientifique, ça ne sort pas du néant. Et ça permet, ça, d'être véritablement critique. Car c'est le mouvement des sciences qui permet la critique. C'est pas la critique qui accouche comme ça, et on ne sait pas d'où elle sortirait, du mouvement des sciences. Hein, voilà, c'est relativement... oui, parce que ce soit dans le marxisme ou même dans d'autres philosophies non marxistes ou idéalistes, comme tu l'expliques bien, la théorie de la connaissance, elle ne peut s'enchasser ou s'appuyer que sur une théorie de l'être, des choses en elles-mêmes, de la matière, etc. quoi. Eh bien oui, sinon elles n'ont pas d'objet. Oui, je pense que tu as très bien compris ce que je voulais dire et ce que j'ai écrit à ce sujet dans Lumière commune. Ce que j'y explique, c'est que de toute façon, les gens qui nient l'ontologie sont à côté de la plaque, parce qu'ils en ont une sans s'en rendre compte. Tout le monde en a une d'ailleurs. Tout le monde a sa petite idée. Comme la philosophie en général. Mais oui, mais comme la philosophie en général, comme la politique. Pas, Voilà, c'est pas parce que on va dire qu'on ne fait pas d'ontologie qu'on n'en fait pas. Ça se décide pas comme ça. C'est pas vous qui décidez. Hein, c'est la structure même de la philosophie en tant que telle qui en décide, et notamment de la philosophie matérialiste, et même de la philosophie idéaliste, et même de la philosophie qui se dit purement critique et purement gnoséologique. Par exemple, souvent, les philosophes qui, dans la lignée de Kant, ou d'Auguste Comte en France, disent « Nous ne pouvons pas connaître ce qu'est la chose en soi, ce qu'est le réel en lui-même, seulement les phénomènes, et donc, en fait, en gros, ce qui nous apparaît. Bon. Donc le fond des choses nous échappe à jamais. Et le fond des choses est mystérieux. Quand je dis le fond des choses est mystérieux, comment ne pas voir que c'est de l'ontologie? Mais c'est de la mauvaise ontologie. C'est tout, c'est une ontologie irrationaliste. Ça revient à dire que l'être est irrationnel. Et au fond, quand on affirme que l'être comme le dit Engels dans une belle formule, au fond, la nature fonctionne dialectiquement, quelque part, eh bien, c'est une thèse ontologique, manifestement. C'est une thèse ontologique qui a des conséquences scientifiques, méthodologiques. Ça veut dire que chaque fois qu'on doit étudier un phénomène naturel, il faut étudier ça ou ces dialectiques fondamentales. Et donc, ça donne un cap, et un cap critique, en réalité. Donc, on peut dire ici que, franchement, le rejet de l'ontologie est toujours suspect. Puisque, pour finir d'ailleurs, si on dit la science n'atteint pas l'ontologie, la philosophie n'atteint pas l'ontologie, alors soit on aboutit au scientisme, c'est la science qui va nous donner la clé de l'ontologie, pourquoi pas, sauf que la science n'existe pas au singulier. Il y a les sciences et il faut bien les coordonner, il faut bien les penser ensemble, il faut bien les lier, il y a tout un travail, classification des sciences, synopsis en quelque sorte, si l'on peut dire. Et pour l'instant, si c'est, je ne revendique rien pour le philosophe en tant que tel, c'est pas corporatiste ce que je dis là, que ce soit les scientifiques qui fassent eux-mêmes le travail, peu importe, très bien s'ils le font, encore mieux que si ce sont des philosophes professionnels, mais ils feront de la philosophie. Ils feront de la philosophie, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Hein. Voilà, donc ce sont des choses ici qu'il faut bien saisir en se départissant d'une ontologie qui ensuite sinon est abandonnée à des gens comme Heidegger, par exemple, et à l'existentialisme d'une façon plus globale. Ça c'est encore la forme, disons, la plus polissée, ou tout simplement
au fond ténébreux des conceptions magiques, des conceptions irrationalistes, des conceptions, comment dire, anti-lumière, d'une religiosité qui tremble devant le réel, quoi, qui a peur du réel. On n'a pas peur du réel, le réel, on en fait partie. On en est une goutte, en quelque sorte. Hein. Donc voilà le matérialisme dialectique ici. Je dirais même qu'il a presque une dimension poétique, quelque part. Parce que, bon, ben voilà, on est membre de ce grand mouvement qui est celui de la nature et de l'histoire. Et la goutte d'eau ne doit pas avoir peur de l'océan, si je puis m'exprimer un peu comme ça. Et d'ailleurs, nous finirons comme une goutte d'eau dissoute dans l'océan. Et si on comprend ça, au-delà de toutes les questions politiques, scientifiques et compagnie, il y a quand même quelques éléments de ce qu'on pourrait appeler une sagesse matérialiste qui peut naître. La philosophie, étymologiquement, c'est une recherche de la sagesse. Et si ce n'est pas la recherche de la sagesse, ou si on refuse, on se cabre devant cela, bah, il n'y a plus qu'à ouvrir la porte aux monstres. Le sommeil de la raison engendre les monstres, comme disait Goya, hein, dans une série de figures célèbres, en quelque sorte. Et par rapport à ça, ça me fait penser à un sujet donc, qui est plutôt de la question de l'épistémologie. Bon, déjà, est-ce que tu peux nous redire les différences entre épistémologie et gnoséologie? oui. Parce que bon, c'est pas exactement la même chose. Mais sur la question de l'épistémologie, qu'est-ce que tu penses de... Enfin, c'est notamment des débats qu'il y a eu sur Internet avec des jeunes marxistes, sur le fait, par exemple, quand on parle de l'action de la psychanalyse ou de Freud, où certains disent que voilà, on ne peut pas inclure des outils ou de la pensée psychanalytique dans le marxisme parce que c'est deux épistémologies qui n'ont rien à voir et du coup on peut pas les mélanger. Ah d'accord, oui. Mais toi, enfin voilà, je pense que tu as un peu suivi ces débats-là et toi tu penses qu'on peut quand même utiliser des outils de la psychanalyse en les replaçant évidemment dans un cadre, oui, dans une épistémologie marxiste ou dans un cadre marxiste. Alors, oui, tout d'abord, épistémologie, gnoséologie, bon, deux termes qui sont voisins mais qui ne se recouvrent pas totalement. La gnoséologie, c'est l'étude du rapport général entre le sujet et l'objet, entre l'esprit et la matière. Il y a donc toute la dimension, effectivement, de se prononcer sur cette question de l'idéalisme ou du matérialisme, d'entrer dans le combat philosophique. Il y a toute une dimension polémique, en fait, dans la gnoséologie. L'épistémologie est davantage une science. Elle mord sur la philosophie, mais comme l'histoire des sciences, par exemple, elle a un contenu, en principe, de principes scientifiques. Il faut étudier, bon, épistémologie, ça veut dire étude des sciences. Et donc, l'épistémologie, d'ailleurs, ne recouvre pas la totalité de la gnoséologie, parce que notre rapport à la connaissance ne se réduit pas au rapport aux sciences. Et il y a toutes sortes de connaissances, il n'y a pas que les connaissances scientifiques. Si vous voulez, ce que je dis, mon train est à 15h30, bah, c'est pas de la science. Hein. Et quand je dis, tiens, aujourd'hui, les nuages sont passés, le ciel est bleu, bah oui, bon, d'accord, c'est une connaissance pratique qui va me permettre de sortir sans prendre de parapluie. Pour autant, je ne vais pas envoyer un brevet à l'Académie des sciences pour faire admettre ce que je viens de rapporter au sujet du ciel. Bon, donc la gnoséologie, c'est plus large que l'épistémologie. Et puis aussi, la gnoséologie nous raccorde à l'ontologie, elle vise à se raccrocher à l'ontologie parce qu'elle est une pièce du puzzle. Et que dans tout puzzle, il y a des pièces mâles et femelles qui s'emboîtent les unes sur les autres, en quelque sorte. Donc ça renvoie à toute la construction interne de la philosophie, à l'architecture de la philosophie. Ça renvoie aussi à la question de la praxis, que je n'ai pas pu développer ça dans ma première intervention. Bien sûr que la philosophie marxiste est une philosophie de la praxis. Moi, je n'y contredis pas plus que je ne dis que la philosophie marxiste contient aussi une gnoséologie. Mais cette philosophie de la praxis, elle doit s'éclairer. Elle doit s'éclairer sur une étude d'abord de la connaissance, donc une gnoséologie. Et donc, effectivement, sans cela, elle est en quelque sorte aveugle et elle va à l'aventure. Et donc, elle tourne au volontarisme d'une espèce de praxis qui veut ces résultats, mais qui n'éclaire pas les moyens pour y parvenir. Et donc, bien souvent, cette philosophie de la praxis prise toute seule, elle s'est coupée de la question de l'organisation politique, de la question de l'ancrage dans une classe sociale déterminée, et ainsi de suite. Donc, au fond, elle a détourné les énergies révolutionnaires
vers une espèce de culte des puissances humaines, un peu comme si l'homme était un démiurge. Et d'autre part, effectivement, elle a besoin de l'ontologie. Parce que tout de même, par exemple, à notre époque, si on veut fonder une praxis révolutionnaire qui permette d'aboutir à un communisme de nouvelle génération, qui par exemple embrasse les questions de l'écologie. Et c'est vital, hein, puisque bon, à moins d'être climato-négationniste, on voit bien qu'il faut faire quelque chose, hein, et que le communisme devrait aussi servir à ça. Bon, eh bien, il faut savoir se situer dans l'histoire de la nature. Il faut comprendre comment la nature a produit un être qui permet de sortir de la nature par le travail, cet être s'appelant l'homme, et comment, au bout d'un certain temps, par exemple, l'homme, par ses propres travaux, mal maîtrisés et n'aboutissant pas au socialisme mais au capitalisme, donc à la jungle dans la société, à la nature qui reste maîtresse de la société. L'homme, dans cette jungle que reste la société qui s'appelle le capitalisme, finit par détruire la nature extérieure et donc du coup par se suicider. Donc il faut bien être capable de se situer dans l'histoire de la nature, de faire donc de la dialectique de la nature et ainsi de suite pour faire de la bonne philosophie de la praxis. Faites-moi de la bonne dialectique de la nature et je vous ferai de la bonne philosophie de la praxis. Sinon vous ferez de la philosophie de la praxis qui flotte dans les airs et qui n'aboutit qu'à du verbiage, quelque part. Les tenants de la philosophie de la praxis, en général, ils s'appuient sur la 11e thèse de Feuerbach, Oui. qui dit qu'il ne faut pas interpréter le monde, mais le transformer. Voilà, C'est ça, en général. voilà. Les philosophes n'ont fait que, attention, ils l'interprètent de travers, n'ont fait que interpréter le monde. Marx ne dit pas qu'il ne faut plus interpréter le monde. Il dit qu'il ne faut pas faire que ça. Nuance. Hein, donc, bon, il ne faut pas exalter l'action pour l'action, sinon on tombe, bon, tout simplement dans ce qu'on appelle l'activisme. Hein, et donc une action qui n'est pas éclairée par une théorie, d'abord on est à milieu de Lénine, pas de mouvement révolutionnaire sans théorie révolutionnaire. Et comment avoir une théorie révolutionnaire si on n'a pas d'ancrage scientifique, si on n'étudie pas les mathématiques, les sciences de la nature et les sciences de la société, et bon, bien entendu l'économie. Et par exemple, effectivement, tout un courant praxique, dirais-je, nous a éloignés des aspects proprement scientifiques du marxisme, par exemple de l'économie politique. On n'est pas marxiste si on ne lit pas le Capital et si on n'étudie pas le capitalisme monopoliste d'État à notre époque, les relations impérialistes au niveau international, je sais pas moi, le dollar, l'euro, toutes sortes de choses comme ça. La vérité est toujours concrète, comme dit Lénine. Sinon, on flotte dans les grandes abstractions et on est dans un costume qui est 50 fois trop large pour nous. Et quand on s'agit dans un costume 50 fois trop large pour nous, eh ben, on ressemble, on est ridicule, quoi. On est tout bonnement ridicule. L'homme n'a pas besoin d'être exalté. L'homme n'a pas besoin qu'on lui dise tout le temps tu transformes la nature et de toi tout dépend. Nous nous en fichons de cela. Et surtout les prolétaires n'ont pas besoin qu'on leur dise ça. Les prolétaires, eux, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise oh, comme ton travail est magnifique, est extraordinaire et je transforme le monde. Alors qu'ils arrivent éreintés du boulot, qu'ils meurent plus jeunes que les autres, que les machines leur sautent à la figure, qu'ils ont des accidents du travail, et ainsi de suite. C'est pas ça, les militants ouvriers. Le travail exaltant l'homme, c'est un travail de l'avenir. C'est pas celui qu'il y a maintenant, hein, et dont il faut sortir par la révolution, justement. Et la révolution, c'est pas une praxis aveugle. C'est une praxis elle-même qui se construit sur les lois du développement social. Il faut chercher quelle est la classe dominante, il faut chercher quelle est la classe porteuse à notre époque de la possibilité d'une révolution, il faut chercher ce qui est aujourd'hui le prolétariat, ce qui est aujourd'hui le travail productif, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est du travail scientifique. Et donc, ici, comment faire pour se couper de tout cet aspect, cet énorme continent à caractère ontologique dont je parlais un petit peu plus haut. Et donc, effectivement, on peut dire que le marxisme, ici, est multidimensionnel, que c'est un chantier immense, hein, et que d'ailleurs, voilà, on dit le marxisme, moi je suis toujours dans la perspective de ce que dessinait Che Guevara, quand il disait qu'il faut être marxiste avec la même décontraction que l'on est newtonien en physique ou qu'on est pasteurien en médecine, disait-il. Et effectivement, on a un rapport, décontracté à Marx, décontracté à Lénine, décontracté à Newton, à Einstein, etc. Hein. Et pourtant on les honore. On les honore comme ils auraient aimé être honorés. Bon, comme Einstein savait très bien que la théorie de la relativité n'était peut-être pas le dernier mot de la physique, on trouverait peut-être quelque chose de plus vaste, ou sur la mécanique quantique, ou sur d'autres sujets. Hein.
Voilà. Donc, et pour la psychanalyse, maintenant, Oui, je voudrais revenir à la psychanalyse parce que ça me fait penser un peu. J'ai l'impression que le débat il est un peu mal posé parce que reprendre des outils de la psychanalyse ou voir que chez Freud il y avait des aspects matérialistes qui peuvent être utiles pour la compréhension de la conscience, de l'inconscient, de l'homme en général, c'est pas forcément vouloir inscrire une épistémologie anti-marxiste dans le marxisme. De la même façon que Darwin n'était pas un dialecticien matérialiste et qu'il a développé une connaissance tout à fait utile et saluée par Marx d'ailleurs. Enfin voilà, si tu peux développer un peu sur ces aspects-là. Oui, naturellement. Alors, première chose concernant Freud, moi j'ai beaucoup de critiques à faire au freudisme. On ne reprend pas le freudisme tel quel, comme un bloc. On essaie de voir, de procéder de façon critique. Critiquer, c'est trier, quelque part. Et donc, il y a des aspects chez Freud qu'il faut fortement critiquer, que ce soit sur le plan pratique ou sur le plan théorique. Personne n'a dit qu'il fallait reprendre l'épistémologie de Freud, et je ne suis même pas sûr que Freud ait développé une épistémologie. Il y a une épistémologie inconsciente et tâtonnante chez Freud. Il y a des éléments de matérialisme, il y a des éléments de biologisme au mauvais sens du mot qu'il faut savoir dépasser, etc. Moi je considère Freud comme je considère tout autre scientifique ayant tâtonné plus ou moins, ayant apporté des choses sur certains terrains, devant être dépassé sur d'autres, et ainsi de suite. Mais quant à tracer une sorte de muraille de Chine entre le marxisme et la psychanalyse, ou à faire l'inverse, c'est-à-dire tomber dans les excès du freudo-marxisme, soi-disant le freudo-marxisme, c'est-à-dire dans une lecture freudienne de Marx, non, évidemment pas. Évidemment pas. Du reste, en vrai dire, il faudrait parler ici de quelque chose de très sectoriel, parce que l'épistémologie est globale, la gnoséologie est globale, l'épistémologie prête de la science d'une façon globale. Freud, on en parlerait plus intelligemment et plus finement si on était déjà dans le chapitre sur la subjectivité, parce que ce n'est pas un philosophe, Freud. D'ailleurs, il ne revendique pas ce titre, il revendique le titre de scientifique dans un domaine très particulier. Alors, est-ce que ce qu'il a pu découvrir au sujet de l'inconscient fonctionne? Moi, je pense que oui. Est-ce que la théorie qu'il en a donnée est satisfaisante? Je pense que non. Est-ce que d'ailleurs elle était close à son époque? Sûrement pas. Freud a lui-même beaucoup tâtonné. Il a changé de théorie. Il y a eu la première topique, il y a eu la deuxième topique. Ensuite, la psychanalyse s'est développée par ses propres moyens après sa mort, et il y a eu différents courants. Tout ça est extrêmement complexe. Et dire la psychanalyse, d'ailleurs, c'est une absurdité. Il n'y a pas la psychanalyse, et surtout plus à notre époque. C'est une série de courants absolument divers. Par exemple, en France, il y a eu l'apport de Lacan, qui, sur certains plans, mérite d'être durement critiqué, bien sûr, personne ne dit le contraire, mais qui a eu le mérite de bien montrer que le fonctionnement de l'inconscient avait quelque chose à voir avec le langage, et que l'inconscient fonctionnait à la manière du langage en s'appuyant sur la linguistique. Donc, pourquoi on rejetterait ça? Je trouve que c'est quand même assez matérialiste. Si on réduit le langage, si on dit que tout dépend du langage, on n'est pas matérialiste, parce que derrière le langage, il y a toute la pratique sociale. Mais si on dit que le fonctionnement de l'esprit humain est cadré en quelque sorte de façon inconsciente par des fonctionnements langagiers dont nous ne sommes pas conscients quand nous formons nos idées, nos images, etc., c'est intéressant. Et ça permet de sortir d'une vue simpliste, purement individualiste de l'être humain. Ça montre que les fonctionnements psychiques sont matériels, dépassent la psyché humaine au sens étroit du terme. Donc, moi, je dirais qu'on ne se prive de rien, que tout est révisable en la matière. Si on peut aller au-delà de Freud, on va au-delà de Freud. Je ne sais pas où certains ont pris, d'ailleurs, que je mettais Freud sur une espèce de piédestal. Pour moi, dans la psychologie, ce qui est intéressant dans Freud, par exemple, mais c'est un courant très large au XXe siècle, c'est l'idée de ce qu'on a appelé la psychologie génétique. C'est-à-dire, non pas une psychologie fondée sur la génétique, mais d'une psychologie du devenir, génétique. Génésis en grec, ça veut dire le devenir. Et vous avez des gens comme Piaget, par exemple, qui ont étudié comment se forme l'intelligence chez l'enfant, à travers ses interactions pratiques avec le monde. Quand même, il y a des éléments de matérialisme là-dedans. Si les matérialistes ne le voient pas, c'est qu'ils ont des pots de saucisson sur les yeux, quoi.
ou Henri Wallon, pour ce qui concerne la France, qui était un militant communiste important, Leontiev, ou Vygotsky en Union soviétique. Tous ces gens ont essayé de comprendre comment le reflet psychique du monde, dans notre tête, se fait de façon matérielle à travers toutes sortes d'interactions. Freud a étudié particulièrement celles qui se font dans la petite enfance, dans le cadre des identifications avec les parents. Les ethnologues du XXe siècle, Lévi-Strauss par exemple, Lacan dans le domaine de la psychanalyse contemporaine, ont tenté de montrer comment la construction de la psyché humaine dans la petite enfance et par la suite pouvait effectivement avoir un certain rapport avec les relations à l'intérieur de ce qu'on appellera globalement la famille. Je ne sais pas si le terme est très juste, mais enfin bon, c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'on se priverait de ça? Le marxisme ne doit rien rejeter. Tous les matériaux qui ont été construits par des gens travaillant sérieusement, faisant du boulot. Bon, Lévi-Strauss est allé sur le terrain, il a pensé, il a réfléchi, il a brassé des tas de trucs. Je suis loin d'être d'accord avec tout, avec Lévi-Strauss, mais c'est un grand penseur. Enfin quoi, ou sinon c'est le marxisme tel qu'on a pu le concevoir de façon étroite à une certaine époque, et qui lui a valu finalement d'être rejeté. Et donc on a travaillé contre le marxisme en faisant ça, comme à une époque où on se privait, où on disait la mécanique quantique, c'est pas l'épistémologie réaliste du marxisme, donc on la rejette. La relativité, c'est suspect, là, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'espace-temps, etc. Et donc pour finir, le matérialisme dialectique devient une espèce d'étau, ou de carcan. Mais pas du tout, c'est le contraire. Le matérialisme dialectique est un tremplin. Et on doit tout embrasser à partir du matérialisme dialectique. D'autant que, pour finir, comme j'ai essayé de le montrer au début, des tas de choses du matérialisme dialectique ne sont pas nées sur le terrain du matérialisme dialectique. C'est seulement à partir de Marx et d'Engels que tout ça qu'un recollement peut s'opérer. Mais Héraclite, Diderot, Lavoisier, je sais pas moi, Louis de Broglie, quand il fait par exemple le lien systématique en physique entre l'onde et le corpuscule, ils font du matérialisme dialectique sans le savoir. On ne fait que récupérer notre bien. En gros, le reproche qui m'est fait d'éclectisme, ça s'appelle l'éclectisme, c'est-à-dire on prend un peu de marxisme, on prend un peu de psychanalyse, est absurde, parce que dans la réalité, il ne s'agit pas d'éclectisme, il s'agit du point de vue du matérialisme, du point de vue de la dialectique, et pour ce qui me concerne aussi de façon plus large, du point de vue de la classe ouvrière en mouvement vers le communisme, de tout ce qui à partir de là est à nous. On ne fait que reprendre notre bien, là où il est ailleurs, bien entendu, à travers une critique, puisque comme il est apparu souvent dans d'autres lieux, avec des gens qui ne connaissaient pas le matérialisme, qui ne connaissaient pas la dialectique, la forme sous laquelle il nous l'offre est inadéquate. Mais ça veut dire qu'il y a un travail à faire. Ça veut dire qu'il ne faut pas tomber à l'éclectisme, ça serait reprendre les choses telles quelles et les coller, faire un habit d'arlequin. Bon, non, il faut faire de la haute couture. Mais pourquoi on aurait peur de ça? La philosophie n'est pas qu'une science, elle est un art aussi, quelque part. Et il faut savoir coudre. Et d'ailleurs, ça me fait penser, alors je ne sais pas si tu connais bien les travaux de Patrick Thor, mais lui, il a écrit un gros ouvrage sur le matérialisme, et il fonde son approche matérialiste sur à la fois les travaux de Darwin, de Marx, Engels et de Freud, qui pour lui ont vraiment travaillé de façon matérialiste sur ces différents champs, et du coup que ce soit en psychologie, que ce soit en biologie, dans le cadre de l'évolution, et de l'anthropologie, et après dans le cadre plutôt de la question d'économie, etc. Ils fondent une approche matérialiste de la connaissance, etc. Oui, il a raison. Il faut travailler dans cette direction. Je ne dis pas que je serai d'accord dans le détail avec tout ce qu'il dit, comme j'imagine à l'inverse, mais bon, heureusement. Heureusement, là, on a besoin de se frotter les uns aux autres, et puis il y a sûrement des choses qui sont juste, il essaye, et il a raison de le faire, de travailler une sorte de tableau cohérent du matérialisme, ce qui ne veut pas dire un tableau achevé, ce qui veut dire un tableau dont les éléments tiennent entre eux. Et à partir de là, de nourrir toute une série de pistes qui permettent, quand on essaie d'être cohérent, ce que permet la classification des sciences telle que je la comprends, de façon dynamique, comme Engels essayait de le faire, non pas tant de, voilà tout ce qu'on sait, comme c'est extraordinaire, comme l'homme Picsou qui ramasse ses pièces de monnaie dans une cave,
mais de donner un tableau qui nous permet de voir ce qu'on ne sait pas. Où sont les trous, où sont les lacunes, et donc ce qu'il faut chercher, ce qu'il faut combler. Savoir ce qu'on ne sait pas. Et ça impose une vision d'ensemble. Quand on oppose la vision d'ensemble systémique aux visions parcellaires, on tombe dans les pièges de la philosophie bourgeoise moderne qui exalte le fragment, comment dirais-je, le petit texte, l'aphorisme, et ainsi de suite, contre les grands systèmes à la Hegel et compagnie. Non, il faut sortir des grands systèmes idéalistes, mais il ne faut pas moins avoir une pensée cohérente qui soit susceptible effectivement de nourrir l'action sur des bases qui ressemblent à quelque chose. Hein. Sinon, la philosophie ne vaut pas une heure de peine. Alors, une dernière question que je voulais te poser un peu sur ce sujet du matérialisme dialectique. Alors, on va peut-être mordre aussi sur le matérialisme historique, hein, mais pour moi, ça en fait partie. C'est qu'est-ce que, selon toi, le marxisme orthodoxe? Parce que c'est souvent une critique aussi qu'on te fait, alors pas que à toi personnellement, mais un peu au courant du marxisme-léninisme en général. Qu'est-ce que serait le marxisme orthodoxe et quelles en sont les critiques en général? Alors souvent on dit que c'est pas assez subtil, ou voilà, il y a tout un tas de critiques contre le marxisme orthodoxe aujourd'hui. Oui. Alors bon. Que répondre à toutes ces critiques? Oui, bon, alors moi je dirais que je suis un marxiste orthodoxe, un peu comme Lénine disait qu'il était un marxiste orthodoxe, avec une touche d'humour et d'ironie, puisque évidemment quand on dit orthodoxe en Russie, ça a aussi une autre signification. Et une sorte de clin d'œil, un peu, comment dire, au second ou au troisième degré. Je dirais plus simplement qu'il y a un fil rouge du marxisme et que c'est ça qu'il ne faut pas perdre. Et que, aussi nécessaire soit-il d'innover en matière de théorie, donc de créer des concepts nouveaux à condition qu'ils soient justes et qu'ils soient liés, confrontés à la pratique, etc., autant il est nécessaire de garder l'héritage. Parce que bon, il ne se garde pas tout seul. Si nous étions dans une société communiste, rationaliste et ainsi de suite, on n'aurait pas besoin de marxisme orthodoxe ou pas orthodoxe et ainsi de suite. Ça serait un peu comme la physique, comme les mathématiques et ainsi de suite, qui se transmettent par leur propre force. Mais nous sommes dans une société où le marxisme est violemment attaqué, en permanence, où la bourgeoisie alimente, gave littéralement d'argent, de chaires universitaires, de passages à la télé, etc., des dizaines de milliers d'intellectuels, d'idéologues et ainsi de suite, dont le métier est d'attaquer l'histoire du communisme, d'attaquer la philosophie marxiste, d'attaquer l'économie marxiste, etc., etc., tout en disant toute la journée que le marxisme est dépassé, que le marxisme est mort, que le marxisme est enterré, et en prouvant le contraire, puisque si c'était le cas, ils n'auraient pas besoin de l'enterrer tous les jours. On n'enterre pas le même mort tous les jours. Bon, il y a quelque chose d'absurde là-dedans, quoi. Et donc, il faut le défendre. Il y a une défense du marxisme à avoir. Et c'est de ça dont je ne veux pas me dérober. Et c'est de ça, messieurs les révisionnistes qui m'attaquaient, parce qu'en dernière analyse, on a ce genre de choses, c'est à ça que vous vous dérobez. Vous ne voyez pas qu'il faut défendre le marxisme. Et bon, je ne cesse de me battre contre des thèses aussi délirantes que, bon, il n'y a pas de philosophie marxiste, il n'y a pas de noséologie marxiste, il n'y a pas d'ontologie marxiste, il n'y a pas de théorie marxiste de l'État, il n'y a pas de théorie marxiste des idéologies. Et voilà comment des gens, qui en plus souvent se disent marxistes, démolissent eux-mêmes le marxisme, aident l'adversaire à nous dire que le marxisme est en somme un couteau sans manche dont on a jeté la lame, c'est-à-dire rien du tout, et ouvre la porte en grand, en définitive, en l'anti-marxisme, au post-marxisme, etc., etc. Et donc coupe le fil rouge. L'idéologie bourgeoise. L'idéologie bourgeoise, qui elle, effectivement, remplit les vides, quelque part. Alors que, bien entendu, que la théorie marxiste des idéologies n'est pas achevée, au sens où il faut la travailler, il faut la faire progresser, ainsi de suite, où elle s'est développée de différentes façons, où elle est partie quelquefois dans des directions opposées qu'il faut savoir recoudre entre elles, Lukács, Gramsci, etc. Bon, et voilà, c'est du travail, c'est un chantier, en fait. Et quand on arrive à l'idée que, pour finir, il faut couper avec, par exemple, la théorie du reflet dans le domaine de la gnoséologie, avec la théorie de la dictature du prolétariat sur le terrain, alors là, plutôt, non pas de la philosophie, mais de la théorie politique, et ainsi de suite, on avoue clairement, quand on met tout ça bout à bout, qu'on n'est plus marxiste,
qu'on n'est plus communiste, qu'on n'est plus révolutionnaire, qu'on a tourné kazakh. Voilà la réalité derrière tout cela. Et je demande aux jeunes marxistes ou amis du marxisme qui pourraient m'écouter à ce moment-là, d'être un peu en colère contre ça, d'être un peu rebelle par rapport à ça, d'inverser la charge de l'accusation en quelque sorte. Parce que nous sommes quelques-uns, non seulement en France, mais dans le monde entier, à continuer à travailler dans la tradition marxiste, et c'est nous qui devrions porter toutes les accusations. Et si on les tournait un peu contre ceux qui depuis tant d'années, depuis tant de décennies nous disent il n'y a pas de théorie marxiste des idéologies, mais de toute façon ne produisent aucune théorie des idéologies. Il n'y a pas de théorie marxiste de l'État, mais ne produisent aucune théorie marxiste, ou pas marxiste d'ailleurs, de l'État. Et ainsi de suite. Et sont là pour finir par, tout simplement pour saccager le chantier, pour fermer le chantier, et non pas pour le prolonger, pour faire en sorte que quelque chose sorte du sol, que quelque chose se prolonge quand il est déjà sorti du sol. Voilà, moi je pense qu'il y a eu du travail qui a été fait en Union soviétique, du travail qui a été fait en RDA, qui a été fait en Chine, qui a été fait au Vietnam, Tran Duc Thao, par exemple, en Grèce, Eftichios Bitsakis, et qu'on a toute cette tradition à défendre, qu'il y a des philosophes soviétiques importants, le logicien Tsereteli par exemple, et bien d'autres encore, Kedrov, qu'on ne connaît pas du tout en France, que c'est une honte, et que des marxistes qui étudient tout le révisionnisme moderne et en font des châteaux, etc., alors que c'est de la barbe à papa, finalement, on devrait avoir honte de ne pas connaître ces noms-là. Hein. Après, bon, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont tout dit. Oui, parce que comme tu dis, il faut prolonger le marxisme, l'actualiser, et pas tomber dans le dogmatisme qui consistera à répéter des formules qui n'ont plus de valeur dans le contexte actuel ou qui ne sont plus adaptées au contexte voilà, actuel. Il faut avoir en tête... comme ça a pu se faire parfois en URSS ou dans certaines époques, quoi, où bien entendu. On défendait le marxisme orthodoxe justement contre toutes les attaques, oui. Mais on avait tendance parfois à tomber dans une forme de dogmatisme. Alors voilà, c'est ça, oui, il ne faut pas que la lutte contre le révisionnisme fasse tomber dans le dogmatisme, parce que dogmatisme et révisionnisme, c'est les deux faces de la même monnaie. Hein. Le dogmatisme s'accroche à des formes dépassées, les répète, les rabâche, etc., et rend le marxisme repoussant, et le révisionnisme dit « Oh, comme tout ça est repoussant, il faut donc tout jeter ». Au fond, c'est l'histoire du bébé et de l'eau du bain, si l'on peut dire. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est ça le marxisme orthodoxe. Et donc il faut repérer les thèses cardinales du matérialisme dialectique, du matérialisme historique, de la théorie marxiste de l'État, etc. Et tenir bon sur ce fil pour les développer. Ayons en tête la formule d'un des plus grands révolutionnaires tout-terrain du monde moderne, qui est Arthur Rimbaud, le poète, qui dit il faut être résolument moderne, tenir le pas gagné. Tenir le pas gagné, ça veut dire non, on est là, on ne recule pas. Comme les vrais syndicalistes qui défendent les acquis. On ne lâche rien, comme on dit dans les manifs, en quelque sorte. C'est ça le marxisme orthodoxe. Et quand on dit on ne lâche rien, ça ne veut pas dire qu'il faut être crispé comme un imbécile sur les acquis d'hier. Si nous pouvions demain obtenir la semaine de 32 heures plutôt que de 35, il faudrait. Bien évidemment, avec les acquis technologiques contemporains, c'est possible. Mais si on n'est même pas capable de défendre les 35 heures et, je sais pas moi, la retraite à 60 ans, on n'est pas prêt de gagner la semaine à 32 heures ou la 6e semaine de congé payé ou je ne sais trop quoi. Mais bon, rien n'est figé de ce côté-là. Il faut le penser en termes de lutte. On avance, il y a des crans dans la lutte. Ce que je veux dire, c'est qu'en philosophie, il faut avoir du cran. Voilà, il faut avoir du cran. Il y a des points d'arrêt sur lesquels il ne faut pas reculer, il faut tenir bon. C'est une lutte. Et après, mais alors je suis 1000 fois d'accord avec toi, et j'essaye de le faire. Et les militants du PRCF, à travers la revue Étincelle par exemple, ou Initiative communiste, d'autres moyens de ce genre, ils travaillent. On essaye de travailler sur l'économie politique. Qu'est-ce que c'est que le travail productif aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que le prolétariat aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que le capitalisme monopoliste d'État dans les conditions actuelles? Comment l'impérialisme devient un exterminisme? Tout ça, ce sont des innovations. Et on y travaille, on fait du boulot, encore faudrait-il qu'on le sache, parce que tout simplement nous sommes censurés partout. Voilà aussi la réalité. Donc ça ne se sait pas, et on ne peut pas travailler sur ces questions. Mais collectivement, je veux dire. Mais bien sûr qu'il faut bosser. Il faut bosser sur ce que c'est qu'un socialisme-communisme de nouvelle génération, qui aurait en charge l'avenir, comment dire, de non seulement réaliser la justice sociale, en quelque sorte sur Terre,
mais au fond de préserver la vie à une époque où le capitalisme menace de toutes les façons possibles la survie de l'être humain sur Terre. Hein. Donc toute la dimension nouvelle, qui est quand même celle d'un socialisme de l'avenir, qui ne renie pas le passé pour autant. C'est pas parce que je suis pour un socialisme de nouvelle génération que je renie le socialisme de la génération antérieure, puisque d'ailleurs il n'y aurait pas de nouvelle génération, c'est facile à comprendre s'il n'y avait pas les générations d'avant, qu'il n'y aurait pas d'innovation s'il n'y avait pas d'héritage. Là aussi c'est le b.a.-ba de la dialectique. Nous montons sur les épaules de Marx, d'Engels, de Lénine, etc. Ce sont des géants pour aller plus loin. Mais il faut quand même monter sur leurs épaules, non pas leur tirer dans le dos. Voilà. Très bonne conclusion. Merci. Merci Georges. Abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo. Et les prochaines fois, on parlera donc de marxisme et sciences dures, et de dialectique de la nature, et de plein d'autres sujets, du positivisme, du postmodernisme, d'anthropologie, de subjectivité, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre. Et merci encore Georges. Mais merci au Café Marxiste et à toi spécialement Yannick. C'est avec plaisir. À très bientôt.